Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Faure, humoriste qui joue son spectacle « Qu'est-ce qu'il fait là ?» au Théâtre Le Lieu, et la prochaine date sera le 17 décembre à 19h. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Bonsoir Flora. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et bonsoir également, je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir, parce que si je dis bonsoir qu'aux auditeurs, ça compte pas. Et il faut que je dise bonsoir à tout le monde. Donc toi, le nom de ton spectacle, c'est « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Habituellement, le monde du stand-up, c'est assez auto-centré. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix plutôt que de dire « je », tu as dit « il ». En fait, c'est en préparant l'affiche, je me suis dit ça serait rigolo, le visuel, si en fait les gens, en regardant l'affiche, on se met du point de vue de l'affiche. Donc en fait, dans l'affiche, il y a un gars qui est paumé comme ça dans le métro parisien. Et en regardant l'affiche, on se demande, mais merde, qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? Il est à moitié endormi, voilà. C'était pour se mettre à la place du spectateur, quoi. Ok, mais pour le coup, c'est original, parce qu'à chaque fois, on voit des jeux partout, moi, je. Et ça m'a intriguée. Et comment t'as trouvé facilement le nom de ce spectacle ? À vrai dire, en fait, il a changé plusieurs fois. Et en fait, dans ma description du spectacle, la première phrase du pitch, c'était Nicolas Faure se demande souvent qu'est-ce qu'il fait là. Et la personne qui a fait l'affiche pour moi, qui s'appelle Chloé, qui est super talentueuse, allez voir l'affiche, m'a dit mais en fait c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait là ? Peut-être qu'on pourrait s'en servir. Et effectivement, je trouvais que ça résumait bien le spectacle, parce que le spectacle, c'est un gars qui se demande toute sa vie qu'est-ce que je fais là, quoi. Qu'est-ce que je fais là dans mon métier, dans mes relations amoureuses, amitiés. Donc en plus, ça résume bien le spectacle. Et le lieu de l'affiche, c'est le métro ? Ouais, c'est le RER même, c'est le RER A, le quai du RER A de La Défense. Si vous connaissez le film Buffet froid de Bertrand Blier, la scène d'ouverture, c'est un film que j'adore. Et du coup, ça se passe au même endroit que la scène d'ouverture de Buffet froid de Bertrand Blier. C'est un peu un clin d'œil. Et pour donner un côté un peu décalé et un peu absurde, parce que je fais pas mal d'absurde, et Bertrand Blier, pour moi, c'est un des maîtres de l'absurde. T'es passionné par le cinéma, ou juste, on va dire, spécialement par l'absurde plus que par la cinématographie ? J'adore le cinéma, j'adore le cinéma, et puis j'adore l'absurde dans le one man. Moi, je suis très fan de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est des Arnaud de Samer, des Marc Fraisse, des François Rollin, des Chris Esquer. Et donc je voulais dans le visuel et dans le titre qu'on perçoive que c'est dans cet univers-là décalé et absurde, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et donc c'est ton premier spectacle qui a juste changé de nom. Et t'as commencé quand l'humour ? Alors oui, c'est le premier spectacle, bien qu'il ait vraiment bien évolué. J'ai commencé l'humour il y a 2 ans à Nice. J'habitais à Nice et j'ai créé mon premier spectacle, qui est plutôt très différent de celui-ci parce que il est en construction et en évolution. Il y a une base commune, mais il a quand même beaucoup évolué parce que c'était un rodage. J'ai beaucoup joué au Beaubar Comedy Club à Nice, le Comedy Club de Nice qui a ouvert au même moment pour lequel je me suis lancé. Ça m'a motivé à me lancer d'ailleurs, je les remercie beaucoup. Et puis voilà, ça fait 2 ans. Ok, super, c'est bien en 2 ans d'avoir eu le temps de faire évoluer un spectacle et d'avoir joué déjà à Nice, d'avoir joué à Paris. Et ça a été quoi le déclic pour monter sur scène ? Le déclic, ça a été... en fait, moi, j'ai fait une école de théâtre en 2016-2019. Donc, l'envie de monter sur scène, elle est très ancienne. En vrai, moi, c'est en regardant On ne demande qu'à en rire pour les plus âgés, pour ceux qui se souviennent. L'émission qui date, je crois, des années 2010 sur France 2. J'adorais, j'avais découvert plein d'humoristes, Arnaud de Samer, les décaféinés que tu as reçus. Et voilà, et chaque soir, je rentrais du lycée, je me rappelle, je regardais ça et ça me faisait rêver. Ensuite, je suis allé voir les spectacles de ces humoristes, Arnaud de Samer, etc. Et c'est là que le rêve est rentré dans ma tête, quoi. Et après, tu t'es dit pourquoi pas passer de l'autre côté ? Oui, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après le bac, j'ai fait une école de théâtre. J'ai commencé à jouer dans des compagnies à Paris, etc., au théâtre, à la sortie de l'école. Et puis, il y a eu le Covid. Avec le Covid, petit coup de déprime, petit souci de santé. Je suis redescendu à Nice, chez mes parents. J'ai été vidéaste pendant 3 ans. J'ai eu, entre guillemets, un vrai métier pendant 3 ans à Nice. Et puis, petit à petit, l'appel de la scène est revenu. Et j'ai eu envie de revenir sur scène, quoi, petit à petit. Et voilà.
Ok, mais en soi, le fait d'être vidéaste, ça apporte une plus-value pour tes réseaux sociaux actuels. D'ailleurs, on peut te suivre où? Oui, c'est vrai, sur Instagram, Nicolas-Fort, FAURE, je fais plein de contenus, plein de vidéos, dans un humour un peu décalé. Si vous aimez les vidéos, peut-être que vous aimerez le spectacle. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que ça m'aide d'être vidéaste. Disons que je peux monter les vidéos plus vite, quoi. Voilà. Ouais, t'as pas besoin comme ça de passer par une équipe, et puis t'as les codes, tu comprends les enjeux. Et dans ton spectacle, donc tu parles de sujets plutôt universels comme la pression sociale, le vieillissement, l'amour à l'ère numérique, les rêves qu'on abandonne. Ce sont des sujets qui te concernent particulièrement aussi? Oui, oui, c'est vrai. En fait, je me suis dit, il faut écrire un spectacle, parce que j'avais envie d'écrire un spectacle, je me suis dit, de quoi tu vas parler? Essaye de parler de choses universelles qui peuvent toucher les gens. Et effectivement, ces sujets-là, je pense, sont universels. Le vrai fil rouge de mon spectacle, c'est une déception amoureuse. Ça part de là, une histoire que j'ai eue avec une fille. Je me suis dit, ça, c'est universel. Et de cette chose-là, je découle un petit peu toute ma vie. Donc c'est une fille que j'ai rencontrée au lycée. Et après, on se retrouve à plusieurs moments de ma vie. Et le truc, c'est ce personnage-là, il se retrouve dans plein de situations de la vie, à nature et découverte, dans un concert, en boîte de nuit. Et toujours, il se demande, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là si la fille dont je suis amoureux n'est pas avec moi? Et voilà, ça m'ouvre des portes dans l'absurde, quoi. C'est ton fil conducteur principal. Oui, ouais, c'est ça, c'est le fil conducteur principal du spectacle. Donc tu as fait le choix d'incarner des personnages et tu as un humour vraiment absurde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces choix audacieux? Alors moi, j'adore les spectacles d'humour absurde, je vous ai donné les références. Et il y a un spectacle aussi, je me rappelle, qui m'avait fait mourir de rire, mais de A à Z, ça m'avait fait halluciner, c'est Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. En fait, Laurent Lafitte, avant d'exploser comme acteur, il a été humoriste. Il a commencé avec un one-man. Et son one-man, c'est un one-man de personnage, quoi. Comme pouvait le faire à l'époque Elie Moon ou Gad Elmaleh. C'est 8 personnages. Un personnage, un noir, un personnage, un noir scène, un personnage, un noir scène. Et j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement brillant que ça m'a donné aussi envie de faire des personnages. Donc je me suis dit, mixe ce que tu aimes dans le spectacle vivant, c'est-à-dire l'humour absurde d'un Arnaud de sa mère, et puis des personnages. Artus continue à le faire, ou un Elie Moon ou un Arnaud de sa mère. Incarner une situation à travers un personnage, je trouve ça passionnant en tant qu'acteur, quoi, aussi. Ok, et toi aussi t'en fais 8 de personnages? Non, il n'y en a pas 8 des personnages, il y en a 3. Il y en a 3, c'est déjà pas mal. Et donc en fait, c'est vraiment une trame de stand-up, c'est-à-dire c'est vraiment Nicolas qui vous raconte sa vie, mais dans la vie de Nicolas, il y a des personnages qu'il rencontre et qui tout d'un coup viennent s'adresser à Nicolas. Et voilà, ça permet je trouve, apporter un peu de la diversité au spectacle, quoi. D'accord. Et t'as pensé aux personnages avant d'aborder les sujets ou comment t'as fait Non, en fait, c'est des sujets qui sont venus comme ça en écrivant. Je me suis dit, putain, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai vécu de drôle? Et je me suis dit, ça c'est drôle. Par exemple, une fois, je suis allé voir une conseillère Pôle emploi et j'ai trouvé que ce personnage était tellement drôle que je suis rentré chez moi. Je me suis dit, putain, c'est un personnage tellement drôle, il faut que je l'écrive. Et donc tout de suite, je l'ai écrit et c'est un sketch que j'ai écrit assez rapidement. Et puis sinon, il y a aussi, une fois j'observais dans un bar un gars qui faisait un date Tinder et le gars me faisait tellement rire que pareil, j'ai écrit ça, un gars comme ça, très éloigné de moi, qui a beaucoup de confiance, etc. J'ai écrit ce personnage d'agent immobilier très, très, très sûr de lui, ça me faisait rire aussi. Et voilà. Ok, donc là tu nous as présenté 2 personnages, qui est le troisième? Alors le troisième, c'est une surprise, je ne veux pas spoiler. D'accord, bah ouais, tu fais bien de le préciser parce que sinon j'ai tendance à poser des questions pour en savoir plus. Donc tout à l'heure tu disais que le premier personnage, la première personne, c'était une conseillère d'orientation. Est-ce qu'il y a déjà des conseillers d'orientation qui sont allés voir ton spectacle et qui t'ont fait un retour? Non, des fois je me demande, est-ce que cette conseillère Pôle emploi qui m'a suivi et qui est une personne formidable d'ailleurs, qui est très gentille, qui m'a beaucoup aidé, je me dis si elle venait voir le spectacle, est-ce que elle se dirait ah c'est bizarre, il parle de Pôle emploi, il crache dans la soupe. Non, c'est juste que je trouvais ça rigolo, mais je me demande, je pense que si elle venait voir le spectacle, elle rigolerait parce que même en fait, les gens qui travaillent à Pôle emploi, je pense, ont conscience que tout ne fonctionne pas forcément bien dans le. Même si c'est des gens hyper compétents et engagés et hyper gentils, mais parfois la structure
administrative fait qu'ils peuvent pas tout faire ce qu'ils veulent, quoi. Même si eux, ils ont l'envie de bien faire et qu'ils font au mieux, malheureusement, des fois, au niveau de la direction, tout ne se passe pas comme prévu. Mais du coup, t'as pas peur qu'ils te bloquent tes droits? C'est une bonne question. Oh là 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 là. À cause de ce podcast, je crois que ça va me sucrer le chômage. On verra en 2026 ce qu'il fera s'il retourne à Nice ou s'il reste à Paris en fonction des prix, parce que la capitale, les prix flambent. Et donc toi, ton spectacle, ça fait 2 ans que tu l'as. Tu l'as écrit avant, enfin depuis combien d'années? Ça fait 2 ans aussi? Le spectacle, je le joue depuis un peu plus d'un an et demi, et je l'ai écrit il y a 2 ans. Je l'ai écrit il y a 2 ans parce que je commençais à faire pas mal de scènes sur Nice, etc. Et puis j'avais déjà beaucoup de choses écrites, en vrai, beaucoup de sketchs en stock. Et puis un jour, le directeur d'une salle à Nice m'a dit « Mais est-ce que tu as un spectacle ?» J'ai dit oui. En vrai, j'avais pas un spectacle complet, j'avais des petites scènes, machin, et j'ai pris 2 mois de ma vie, je me suis enfermé et j'ai écrit un spectacle, quoi. En 2 mois, tu as écrit un spectacle qui maintenant se joue donc au théâtre Le Lieu. Et là, tout à l'heure, on en parlait, en 2026, tu vas partir en tournée. Tu vas jouer à Nice, une ville que tu connais bien, tu vas jouer à Brive. Mais surtout, il y a Avignon. Il y a Avignon 2026 cet été, ça c'est le gros truc, je suis très content. On va aller à Avignon avec mon metteur en scène, Charlie. Et première fois que je vais faire Avignon, je suis très excité. Je l'ai fait l'été dernier comme spectateur, quoi. Je trouvais ça incroyable comme expérience. C'est vraiment la fête du théâtre. Je me suis dit, je veux y aller, que ce soit en tant que comédien dans une troupe ou dans un one-man. J'ai pas l'occasion d'y aller avec une troupe, mais mon one-man, je suis bien content de l'emmener, ouais. Oui, ton premier Avignon, c'est formidable. En plus, ton spectacle, il est récent. Enfin, récent, je veux dire, il a pas 10-15 ans. Et c'est ton premier, et ça y est, tu vas remplir ta première salle, tu auras ton premier public avignonnais. T'espères signer avec des producteurs, je suppose? Oui, ça serait top. Ça serait top si, effectivement, si un producteur tombe sous le charme de ma personne, ça pourrait être cool, parce que c'est vrai que dans ce métier, c'est chouette d'être accompagné par une production, etc. Parce que c'est vrai que c'est un métier où on peut forcément se sentir un peu seul, parce qu'on est seul sur scène, etc. Et on porte tout seul son projet. Et c'est vrai que d'avoir une équipe autour de soi, ça peut être cool. Moi, j'ai un metteur en scène qui m'aide beaucoup. Et c'est vrai que d'avoir une prod, ça pourrait être vraiment chouette. Et comment t'as rencontré justement ce metteur en scène? Alors, on a fait le cours Florent ensemble. Et on s'est rencontrés là-bas. On a commencé à travailler sur un spectacle à moi. Je me rappelle, en 3e année, il y avait ce qu'on appelle à Florent les TFE. C'est les spectacles de sortie de l'école. Et on avait commencé à travailler un spectacle à 2. Et puis finalement, je l'ai travaillé. J'étais tout seul finalement sur le spectacle. Et il y avait Charlie Coic, qui est mon metteur en scène, à la mise en scène. Et puis quand je suis remonté sur Paris, là, au mois d'août, je me suis dit qui pour m'accompagner et m'aider à la mise en scène. Et j'ai repensé à Charlie, avec qui on avait très bien bossé à l'époque, et qui est un gars formidable. Et on s'amuse bien à trouver des trucs ensemble et à faire évoluer le spectacle petit à petit, quoi. Donc il t'aide un peu à écrire, à trouver des idées de personnages, peut-être au niveau des décors ou la façon dont tu disposes du tabouret aussi, puisque tu en fais des choses du tabouret. Oui, c'est vrai. Des choses tout à fait raisonnables, hein, et tout à fait. Mais oui, il m'aide, je dirais, beaucoup dans la structure et dans la cohérence de l'ensemble. Parce que c'est vrai, au début, quand j'ai écrit le spectacle, c'était plus un assemblage de scènes rigolotes qui me faisait rire. Et puis avec Charlie, on a trouvé vraiment une direction qui me plaît. C'est avec lui qu'on développe le côté déception amoureuse, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'un amoncellement de scénettes, enfin de scènes rigolotes et de vannes, etc., c'est plus je trouve, devenu un vrai spectacle de théâtre, avec une histoire qui est racontée, un début, une fin, un milieu, une cohérence d'ensemble. Donc c'est ça qui m'apporte, quoi. Ok, ça marche. Et en sortant de ton spectacle au théâtre Le Lieu ou ailleurs, quand tu fais des scènes, parce que tu joues aussi dans des comédie clubs, t'as déjà eu des remarques de spectateurs, de personnes qui t'ont fait des retours auxquels tu ne t'y attendais pas au départ? Oui, par exemple, là, j'ai un sketch qui ouvre le spectacle. La dernière fois, je l'ai fait sur un plateau et quelqu'un m'a dit « Ah, c'est rigolo,
Parce qu'en fait, le sketch, c'est moi qui organise une soirée dans la villa de mes parents. C'est une soirée qui part un peu à volo. Et puis quelqu'un m'a dit c'est rigolo, on s'y reconnaît parce qu'on a tous vécu ce genre de soirée et ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment ce que je cherche maintenant, à écrire des choses où les gens peuvent se reconnaître. Et je pense que c'est ça aussi le métier d'humoriste, un métier que je continue à apprendre. Mais oui, c'est ça aussi, c'est à chaque fois prendre ton prisme personnel, prendre ta propre histoire, mais il faut que ça soit universel et que les gens se disent ah putain c'est vrai, j'ai vécu ça, ça me rappelle ça, ou alors j'aurais pu le vivre. Donc ça me fait très plaisir quand on me le dit maintenant. Ok. Et donc il me semble que comédien, c'est pas ton métier à temps complet, que tu effectues, que tu as autre chose ou que tu avais autre chose peut-être. Alors avant j'étais vidéaste, c'était mon métier qui me faisait gagner ma vie, mais quand je suis monté à Paris là au mois d'août j'ai arrêté mon métier pour devenir comédien vraiment à 100%. Et donc là, je passe beaucoup de casting. J'aimerais bien aussi, en parallèle du one man, pourquoi pas faire partie d'une compagnie, jouer dans une pièce de théâtre. J'adore le théâtre aussi. Et je pense que c'est pas incompatible, au contraire. Je trouve que ce que tu apprends dans le one man t'aide en tant que comédien de théâtre ou de cinéma, et inversement, quand tu fais du théâtre, tu deviens un meilleur stand-upper. Et j'aimerais beaucoup faire les deux, quoi. Donc si jamais quelqu'un m'entend, un metteur en scène de théâtre, etc. J'adorerais aussi faire ça. Et t'as bien raison de lancer cet appel. Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que tu avais un travail, on va dire, à côté. Et en fait, non, donc tu te consacres pleinement comme ça à ton art. Ça te laisse le temps de bien travailler autour, de faire évoluer ton réseau. Puisque quand on a un travail à côté, parfois c'est un peu difficile de combiner les deux. Et sinon, est-ce que tu te souviens de ta toute première scène ? Oh là là, oui. Ouais, c'est rigolo. Enfin, bof. Enfin, vous allez me dire. Non, c'était fait en 2019, je me rappelle, j'étais encore à l'école de théâtre. Et puis, il y a un pote de l'école qui me dit viens faire 7 minutes, j'ai un plateau d'humour à Paris. C'était à Pigalle, je me rappelle. Et je débarque là. Et en fait, c'est un bar. C'était vraiment le début du stand-up. Le stand-up était pas aussi populaire que maintenant, avant le Covid. Et dans le bar, en fait, les gars étaient pas du tout là pour ça. Il y avait 3 gars bourrés qui arrêtaient pas de nous clasher, quoi. Et moi, je faisais un sketch qui était en plus un peu théâtral, qui était pas du tout du stand-up. Et je me suis fait bâcher, quoi, complètement. Je me suis fait bouffer. Je me rappelle, j'avais une chemise un peu trop petite. Et le gars un peu bourré, il me fait ta chemise est trop petite, hein, il faut maigrir, hein. Tu vois, que des trucs comme ça, quoi. Et je me suis dit, mince, c'est ça, le stand-up, ça va être dur, quoi. Tu ressors de là avec une pièce de 2 euros comme chapeau. Et ouais, c'était ma première expérience. Après, j'ai eu heureusement des bien meilleures, mais la première expérience était un peu dure, quoi. Voilà, c'est une pièce de 2 euros et carrément l'ego brisé. Mais c'est horrible, à quel moment les gens peuvent se permettre de dire ça, même quand on est sous un certain degré d'alcool. Je sais pas, moi ça me choque ce genre de comportement. Surtout que la personne en face a fait l'effort d'être sur scène, de divertir. C'est extrêmement compliqué de se retrouver comme ça face à un public, c'est pas naturel. Et c'est important justement de faire le contraire, d'encourager et pas tenir ce genre de propos. Écoute, heureusement que tu as continué et que tu n'as pas freiné dans ta course, parce que maintenant tu as ton spectacle. Parce que des fois, c'est les petites critiques comme ça qui nous empêchent d'avancer. Mais bon, maintenant, d'ailleurs, si on regarde un peu tes avis sur Billet Réduc, ils sont tous extrêmement positifs. C'est du 9 sur 10, 10 sur 10, t'en es content. Oui, ça, ouais, c'est vrai que pour les humoristes, c'est toujours le truc Billet Réduc, c'est toujours un truc incroyable. Quand tu joues ton spectacle, les jours d'après, t'es vraiment comme ça sur ton ordi, tu rafraîchis la page Billet Réduc pour voir s'il y a un nouvel avis, et t'es très content quand il y en a un bon, quoi. Et ouais, ça fait extrêmement plaisir, quoi, les avis Billet Réduc, ouais. En plus, son public, il prend la peine de développer les aspects qui leur plaît, donc à savoir du fait que ce soit un one qui soit touchant, qu'il y ait des personnages et que ça sorte de l'ordinaire et que ce soit pas juste moi, je, mais aussi des sujets donc plus universels qui touchent tout le monde. Oui, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir, surtout de voir, parce que parfois, tu sais, quand t'écris des choses, tu te dis ok, ça me fait rire dans ma tête, j'essaye de dire ça, mais tu te dis toujours, est-ce que le public va comprendre là où je veux aller ? Et quand tu perçois que les gens ont compris là où tu voulais aller, ça c'est hyper sympa, ouais. Ça fait très plaisir, ça. Est-ce que selon tes sketchs, ça t'arrive encore de les actualiser ou c'est définitif maintenant, tu touches plus
Oui, le spectacle est encore en évolution. Je dirais qu'il y a 80% du spectacle qui est maintenant définitif, mais il y a encore 20% qui est en travail pour que pour qu'il y ait, comme on dit, du rire du début à la fin. Et voilà, et que tout vraiment fonctionne au cordeau. Et l'idée, c'est d'arriver à Avignon cet été avec un texte vraiment définitif et un spectacle terminé qui ne bougera plus, quoi. Et arriver, et tu vois, parce que ce qui est chouette à Avignon, c'est que tu joues tous les soirs pendant 3 semaines. Et voilà, l'idée, c'est de jouer vraiment le même spectacle à Avignon et qu'à la fin d'Avignon, ça soit un spectacle béton, quoi. Et le fait de faire des personnages, donc je trouve que c'est une plus-value, ça sort vraiment de l'ordinaire, mais t'as pas eu peur que ça bloque certains directeurs de théâtre? Directeur de théâtre, non, mais quand j'ai commencé le stand-up, c'est vrai qu'on me disait parfois t'es trop théâtral, c'est du théâtre, c'est pas du stand-up, faut s'adresser directement aux gens. Et effectivement, je comprends. Et c'est vrai que donc au début, je me suis vraiment adapté et j'ai très vite eu un set de stand-up pur de 10 minutes. Et puis les personnages, je les ai réservés dans le spectacle. Mais là, récemment, j'ai un personnage qui, je trouve, marche bien dans le spectacle. Et du coup, je le ramène en comédie club. Et je le fais en comédie club. Et je vois que vraiment, la plupart du temps, les gens aiment bien aussi le personnage. S'il est bien introduit et si vraiment tu t'expliques aux gens, bah voilà, là c'est Nicolas, bah, je vais vous présenter ce personnage qui est un peu foufou, qui est un peu déséquilibré. C'est ok. Et là, tu introduis le personnage et en général, ils te suivent, quoi. Oui, tu nous l'as bien montré la dernière fois, parce qu'il faut savoir qu'il a joué au Golden Comedy et il a eu ce courage de faire un personnage en comédie club, chose qu'on voit rarement. Et il a vraiment retourné la salle, le public est vraiment riait, enfin, ils applaudissaient, t'as eu plusieurs applaudissements aussi, même en sortant, ils ont dû te féliciter. Ouais, c'était très chouette cette date au Golden, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un super endroit, je vous conseille d'y aller. Et oui, bah en fait, tu te fais tout un monde, tu dis le stand-up c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, non, le stand-up c'est juste faire rire les gens, quoi. Les gens ils viennent juste pour rire, quelle que soit la forme d'humour. Et en fait, si tu les fais rire, c'est gagné. Il faut pas se dire faut ressembler à un tel. Il faut juste faire rire, quoi. Là, c'est la seule règle. Et puis ce côté décalé, on en voit tellement peu, c'est bien de mêler absurde et personnages. Franchement, s'il pouvait y en avoir un peu plus dans les comedy clubs, je trouve que ça serait parfait. Mais bon, là, du coup, c'est à ton avantage, puisque peu d'humoristes le font. Donc tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais particulièrement un fan d'Arnaud de Samer, de Marc Fraise. Je sais plus si tu l'as énoncé ou si je l'ai juste lu. T'en admires beaucoup d'humoristes dans ce genre-là? Bah, Marc Fraise, pour moi, c'est incroyable. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir Madame Fraise. C'est fabuleux. J'avais vu Monsieur Fraise. Madame Fraise, c'est fabuleux parce que lui, il joue beaucoup dans le silence et dans le malaise. Et parfois, c'est les gens dans le public qui ne le connaissent pas, qui se demandent qu'est-ce que je fais là. Mais il en joue et il arrive quand même à les rattraper. Mais je trouve que c'est un personnage de clown. Moi, j'adore. Moi, j'ai grandi avec Mr Bean aussi. Je sais pas si tu te souviens de Mr Bean. Et Mr Bean, ça me fait. Quand je vais mal, chez moi, je regarde 2 choses. Je regarde Mr Bean et puis je regarde The Office. Mais Mr Bean, pour moi, Marc Fraise, c'est le Mr Bean français. Et peut-être qu'un jour, j'arriverai à mettre moins de mots dans mon spectacle et mettre plus de clowns et de personnages et de choses sans parole, parce que je trouve que parfois, les mots, il n'y a pas besoin de mots, quoi. C'est ce qu'il dit Marc Fraise. Parfois, on exprime mieux des choses sans mots et juste avec un visage, une tête, une posture, un jeu corporel. Et Marc Fraise, pour moi, c'est formidable. Et puis Arnaud de Samer, ouais, le premier spectacle vraiment que j'ai vu et qui m'a... je suis sorti de là, je me suis dit, je veux faire ce métier. C'est Arnaud de Samer. C'était son 2e spectacle, confident sur pas mal de trucs plus ou moins personnels, je crois. Je crois que c'est ça. Mis en scène par François Rollin et Arnaud Joyer. Et j'ai vu ça, c'était fabuleux, quoi. Je me suis sorti de là, j'étais estomaqué et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Et t'as déjà eu l'occasion de faire des premières parties d'humoristes? Oui. À Nice, pas mal à l'époque, notamment au Beaubar Comedy Club. Il y a un humoriste qui m'a pas mal aidé, c'est Thomas Santarelli, qui est un humoriste niçois qui commence vraiment à marcher partout en France et à Paris. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a donné des premières parties à lui. Sur Paris, je fais pas mal de premières parties aussi d'un humoriste niçois qui s'appelle Pablo Caillot, qui a un humour aussi décalé et absurde que j'adore. Son spectacle est magnifique aussi, je vous le conseille. Et donc voilà, j'ai cette famille niçoise, de ces talents niçois qui m'aident et qui me lancent des perches. C'est bien d'être accompagné comme ça.
Et après, tu peux toujours tenter de négocier, de faire une première partie d'un humoriste que tu apprécies particulièrement. Oui, bah je les démarche. Si vous m'écoutez, si Arnaud de sa mère, tu m'écoutes, pour ton prochain spectacle que j'irai voir, j'ai déjà les places au Café de la Danse. Si jamais tu cherches une première partie, avec plaisir. Ou si la première partie a du retard, t'es là, tu seras dans la salle, tu seras prêt. Oui, tout à fait. Ça serait le bon plan. Ça serait vraiment très stressant pour moi, mais en même temps une possibilité très heureuse. Sinon, tu peux l'attendre devant les loges, d'essayer de trouver la bonne porte et tu lui proposes éventuellement un autre passage ou une autre date pour une PP. Bah, tu sais quoi, c'est un bon conseil que tu me donnes. Je pense que je vais faire ça à la fin du spectacle. Je vais essayer de rester, de faire une petite photo et puis de lui dire salut, je suis humoriste. Ouais, je pense que je vais faire ça. Enfin, moi, au départ, je disais d'arriver à l'avance, mais c'est vrai qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils viennent pour faire les rodages, etc. Et puis, je pense que ouais, c'est moins intimidant pour lui. Si tu l'attends après, ça fait moins groupie également. De l'attendre à la fin pour le remercier pour son spectacle et ensuite glisser l'information que tu fais de l'humour. C'est plus subtil. Mais j'y avais pas pensé avant, mais je me dis un humoriste avant. Enfin, moi, par exemple, je suis très stressé avant de jouer. Et je me dis, un humoriste est peut-être moins disponible quand il arrive dans sa salle et quand il se prépare. Alors que je me dis qu'une fois qu'il a joué, bon, bah, il est peut-être disposé à parler et à donner des petits coups de main, je me dis. Non, c'est une mauvais calcul. Aucune idée, je pense que t'as raison en vrai, mais franchement, tente et tu verras bien. Tu me diras alors si t'arrives à avoir une première partie avec lui ou peut-être que même il te donnera un contact de l'un de ses amis et que ça pourra aboutir à quelque chose d'encore plus grand. On te le souhaite. Bah écoute, je me le souhaite aussi. Vraiment, ça serait formidable. Et puis, parce que ça, je découvre ça la dernière fois. Là, je suis allé voir, justement, quand j'étais allé voir le spectacle de Marc Fraise, j'étais tellement impressionné, je suis resté à la fin. Et il est sorti et j'étais tellement impressionné. J'étais là, j'adore, je suis fan depuis On ne demande qu'à en rire, je suis fan. Et en fait, je savais pas quoi lui dire. En fait, ça, c'est un petit conseil. Si vous allez voir les gens que vous admirez, préparez ce que vous voulez leur dire. Parce que sinon, vous êtes là juste comme un con. Et Marc Fraise a l'air extrêmement gentil. Il était là en mode, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'étais là, mais... Et pareil, il y avait Kian Kojandi, je me souviens bien, qui était venu voir son spectacle aussi. Et pareil, j'ai fait même erreur. Je suis allé voir Kian Kojandi. J'adore ce que tu fais. Ah, trop bien, Nico. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, voilà. Et après, c'est les bouts de phrases qui sortent dans le désordre. Il n'y a que des onomatopées incompréhensibles. Mais je pense qu'après, ils ont peut-être vécu ça eux-mêmes et ça a peut-être. Ils te regardent du coup avec une certaine. Comment dire? Une certaine gentillesse parce qu'ils se projettent, ils se disent, ah, c'était moi il y a 10 ans, quoi. Je pense qu'il y a une certaine compassion et qu'ils se reconnaissent en toi, même eux peut-être qui réagiraient de la même manière pour quelqu'un qu'ils admirent, parce que des fois on perd ses moyens et justement c'est flatteur de perdre ses moyens, ça veut dire que vraiment on est impressionné. Oui, et quand je dis 10 ans, non, Marc Fraise c'est 25 ans de carrière, Kian Kojandi 20 ans, et oui, mais je pense que pour eux aussi c'est impressionnant en vrai. Pour eux aussi c'est impressionnant parce qu'ils se revoient eux-mêmes il y a 20 ans. Et ils se disent putain c'est stressant ce qu'il est en train de faire là. Et moi en vrai qu'est-ce que je peux faire pour lui? Je peux pas faire grand chose pour lui quoi, à part prendre son flyer. Donc je leur ai donné mon flyer. Et puis Marc Fraise il m'a dit je suis désolé j'habite pas à Paris. Et puis voilà. Vous avez communiqué par langage des signes, enfin surtout toi, flyer tiens. Ouais, je lui ai donné mon flyer et il a regardé le flyer et je lui ai dit je fais des vidéos. Oula, je fais tomber le coca. Je lui ai dit je fais des vidéos sur les réseaux, viens voir ce que je fais si tu veux. Et puis il m'a dit ok, j'irai fouiner, j'irai voir les vidéos. Et puis j'ai vu je suis rentré du spectacle. Faut expliquer aux gens, peut-être qu'il y a une machine qui passe à côté qui nettoie le sol. C'est pour ça qu'il y a peut-être du bruit. Non, du coup, et le soir je rentre chez moi, je fais une story sur Insta, je dis spectacle extraordinaire, etc. Et je vois Marc Fraise qui voit la story, quoi. Du coup, c'était rigolo. Oh c'est bien, c'est une anecdote sympathique, en tout cas, qui sort de l'ordinaire. Et ce serait quoi, toi, un petit peu, si on devait résumer tes objectifs sur le court, moyen et long terme? Alors, sur le court, c'est que ce podcast fasse des milliers de vues, voire des millions. Et puis que Flora et moi, on devienne des stars des internets. Et puis autrement, à moyen terme, c'est que mon spectacle commence à être connu, à marcher et surtout que je puisse exploser sur les vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux. Si vous voulez aller voir ce que je fais sur les réseaux, je me donne du mal. Je fais pas mal de contenu
Pour l'instant, on perce pas de ouf, mais je me donne du mal. Donc percer sur les réseaux, faire plus de comédie club à Paris, parce que c'est assez dur aussi d'avoir des dates à Paris en comédie club, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup d'humoristes très talentueux. Et puis à long terme, pourquoi pas vivre de mon métier d'humoriste et puis faire Montreux et puis pourquoi pas jouer dans Bref le film. Ok, c'est des ambitions en soi, donc c'est bien et j'en suis sûre que tu vas y arriver. Là, t'es en train de te faire ta place à la capitale. On va plus se dire ah mais qu'est-ce qu'il fait là, mais dire ah cool, il est là. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, j'ai fait allusion au nom de son spectacle, c'est qu'est-ce qu'il fait là. Et enfin voilà, si jamais les personnes ne l'avaient pas, même si on a répété le nom de son spectacle plein de fois, c'est qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là. Et franchement, allez le voir parce que ça vaut le coup. Donc merci beaucoup Nicolas d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc retrouvez son spectacle Qu'est-ce qu'il fait là au Théâtre Le Lieu le 17 décembre à 19h. Suivez-le également sur ses réseaux sociaux. Nicolas-fort, FAURE-. C'est très important, comme ça vous allez voir quand est-ce qu'il va passer à Nice ainsi que Brive et surtout il faudra aller voir la concrétisation de son travail au Festival Off d'Avignon. Ce sera une date à ne pas rater, il va tout mettre donc sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Flora. Et à bientôt sur Speed Radio.